savoir un petit peu où on est au niveau économique. Donc sur l'évolution, on a une évolution du chiffre d'affaires suivant les entreprises. Alors on se retrouve avec les artisans qui travaillent seuls ont une tendance à avoir un chiffre d'affaires qui augmente sur l'année 2014-2015. Par contre, sur les entreprises... non, pardon, je dis une bêtise. J'en ai tellement que... Non, sur les entreprises travaillant seules, les chefs d'entreprise travaillant seuls, on a une stagnation sur l'année 2014-2015. Et sur les entreprises avec des salariés, on a une hausse du chiffre d'affaires sur l'année 2014-2015. Par contre, sur toutes ces entreprises-là, on a quand même 6% des entreprises qui ont une forte baisse de leur chiffre d'affaires. Et on a et en perspective, on a grossièrement 11% des artisans travaillant seuls qui ont aussi une baisse de chiffre d'affaires. Donc c'est assez compliqué à comprendre, mais on se retrouve avec une stagnation sur les petites entreprises individuelles, mais il y a quand même 11% de ces entreprises-là qui sont en difficulté. Et sur les entreprises avec des salariés, on se retrouve avec une petite hausse du chiffre d'affaires, mais quand même, on a 6% de ces entreprises qui sont en difficulté. Sur les métiers, on a les entreprises qui connaissent des difficultés. On a le secteur de la maçonnerie, où on a quand même pas mal de difficultés. On a une petite hausse pour 22% des artisans dans la plomberie et chauffage. Et par contre, on a des grosses difficultés dans les entreprises de finition et de plâtrerie. On a une grosse difficulté, grossièrement 20% des entreprises sont en très forte baisse de chiffre d'affaires. Sur la trésorerie au premier trimestre 2016, on se retrouve avec une trésorerie positive sur 67% des artisans travaillant seuls. Et par contre, on a 11% des entreprises qui ont des salariés qui sont sur des trésoreries très très négatives. Donc vraiment, ça fait poser des questions. Sur les métiers, on se retrouve avec les métiers du bois qui auraient une tendance à avoir une trésorerie plutôt positive. Sur les plâtriers plaquistes, on a encore une fois, c'est comme leur chiffre d'affaires, une grosse baisse de trésorerie. On a 20% des entreprises avec des trésoreries très négatives. Et pour les plombiers, chauffagistes et électriciens, il y a à peu près un équilibre sur leur trésorerie sur le premier trimestre 2016. Sur les perspectives 2016, donc on a les entreprises du bois, surtout les artisans au niveau du bois qui pensent qu'il va y avoir une évolution favorable en 2016. Les plâtriers plaquistes voient plutôt une année très négative. Et les plombiers, chauffagistes, électriciens et maçons, ils sont à peu près tous persuadés qu'il va y avoir une stagnation, voire une baisse sur 2016. Donc, parmi la majorité des gens qu'on a sondés, ils sont tous très inquiets. Ils pensent que la concurrence devient de plus en plus dure et qu'en fait on se retrouve avec une baisse de travail, donc une baisse des prix. Et donc c'est pas du tout bon signe. Et puis on a un moral qui est plutôt en baisse. On retrouve un moral un peu plus élevé dans les artisans étant seuls. Sur les marchés, on se retrouve toujours avec les mêmes corps d'État, les plâtriers et plaquistes qui sont en difficulté. Seulement 20% d'entre eux ont des carnets de commandes à plus de 6 mois, par rapport à, mettons, des entreprises comme les entreprises du bois ou de la maçonnerie, qui seraient à 40% au-delà de 6 mois. Si on s'intéresse aux artisans seuls, on se retrouve avec 11% qui ont des devis qui vont au-delà de 6 mois. Donc en fait, les artisans travaillant seuls travaillent vraiment à la minute, on va dire. Donc ils n'ont pas de carnet de commande à très très long terme. Donc voilà, la conjoncture elle est quand même pas très favorable. On espère que ça va se relancer avec à peu près tout ce qui est annoncé au niveau de l'économie d'énergie et tout ça, mais bon, ça avait vraiment du temps à démarrer et on pensait que ça aurait vraiment donné un coup de boost alors qu'on ne l'a pas actuellement. Donc voilà pour l'étude.
nous informe que dorénavant, il n'y aura plus besoin d'aucun diplôme pour devenir des artisans. Donc on se retrouve vraiment avec quelque chose qui nous paraît du libéralisme à l'état pur, voire de la bêtise, puisqu'on va ouvrir nos métiers à tout le monde, n'importe qui, sans aucune formation. Donc on est vraiment assez mécontents là-dessus. Donc on a lancé une petite campagne, un petit spot, on va relancer l'apprentissage et relancer nos métiers. Au quotidien, et voilà le gamer type, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Il passe leur journée derrière un écran. Donc on nous explique au quotidien qu'on va booster l'apprentissage, que l'apprentissage c'est l'école du savoir-faire, de l'avenir et tout ça. Et en contrepartie, eh bien, en fait, on va tuer les centres d'apprentissage puisque cette loi elle est claire, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de diplôme obligatoire pour s'installer dans un métier. Donc tout ce qui est métier de l'artisanat. Donc c'est vraiment catastrophique, donc on espère qu'il va y avoir machine arrière, mais on va se mobiliser contre cette loi-là et essayer de faire avancer la machine parce qu'on ne peut pas admettre cela. Au mois d'octobre, il y a eu l'élection à la Chambre des métiers qui va avoir lieu, je pense que c'est le 14 octobre, donc il y aura un vote à la Chambre des métiers. Donc en voyant tout ce qui se passe au niveau de l'artisanat, ces lois qui peuvent arriver, la loi El Khomri aussi qui engage des choses sur l'artisanat, on a décidé au niveau de la CAPEB de porter une liste. Donc je serai candidat à l'élection à la Chambre des métiers cette année, donc avec une liste de 25 noms, plus une dizaine de suppléants. Donc on va essayer d'amener l'artisanat du département avec une liste très ouverte, avec des gens qui ont vraiment envie de faire avancer l'apprentissage et l'artisanat au niveau du département. On a besoin de redonner un boost. Je pense qu'on a montré au niveau de la CAPEB ce qu'on était capable de faire, donc on va essayer d'appliquer nos méthodes au niveau de la Chambre des métiers. Aujourd'hui, il est important que les artisans sachent qu'ils ont une Chambre des métiers dans le département, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle peut amener. Et donc on va mener une campagne pendant les 4 prochains mois pour expliquer notre projet aux artisans, leur montrer qu'on a vraiment envie de montrer que ce département a une vraie puissance au niveau de l'artisanat et qu'on veut le monter le plus haut possible sur le département. Le fonctionnement, on a une grosse envie de vraiment donner une autre image, montrer qu'aujourd'hui on peut faire avancer l'artisanat, que ce n'est pas un métier de garage. Donc on est en train de monter ce projet-là, c'est un projet collectif, c'est pas un projet que d'un homme. Donc je pense qu'on refera une conférence là-dessus pour vous expliquer quand on aura un peu plus avancé, mais l'idée c'est vraiment de remettre l'artisan au cœur du problème et de travailler autour de ça. Et donc ça peut être compatible avec un mouvement de grogne relatif à la loi El Khomri ou cette future loi Sapin? Compatible, pourquoi pas. Aujourd'hui, si la loi Sapin passe telle qu'elle est, ça va mettre en cause tout le système de fonctionnement de l'artisanat. Donc autant les CFA, puisque pourquoi on enverrait les jeunes à l'apprentissage du moment qu'ils n'ont plus besoin de diplôme pour faire le métier, pourquoi on formerait des gens? Mais bon, ça va toucher tout le monde. Je pense que tout le monde va se mobiliser. Il faut quand même quelques diplômes pour être dans la presse. Il faut avoir fait des études. Il faut, il n'y a que pour être ministre finalement qu'il ne faut pas de diplôme. Alors est-ce qu'ils nous appliquent leur méthodologie à eux? Pour le moment, on voit qu'elle n'est pas la bonne. Donc s'ils peuvent éviter de nous appliquer leur méthodologie, ça serait pas mal. Parce que nous, on veut garder nos corps de métier, on veut garder nos formations, on veut les faire évoluer. Donc ouais, ça peut rentrer très bien dans une... Aujourd'hui, la loi Sapin, ça va à l'encontre de ce que nous on prend totalement. Est-ce que vous avez des mesures particulières par rapport à cette situation mi-figue, mi-raisin, avec un doute sur les perspectives et la reprise? Est-ce qu'il va y avoir des actions concrètes sur le département pour relancer? Les actions concrètes au niveau du département, on a fait pas mal de lobbying auprès du département pour les marchés type le marché du collège à Saint-Chély, qui porte ses fruits, puisqu'on a un marché avec 22 lots, 20 lots pour les entreprises lozériennes. Donc ça c'est très bénéfique.
si la démarche des élus était toute dans cette démarche-là, après la démarche du maire de Mende où on donnait le maximum de marché à les entreprises locales, le département est en train de reprendre cette position-là. J'espère que les élus vont suivre cette position-là. Il faut arrêter certains marchés qui partent à des entreprises d'ailleurs sans aucune crédibilité et avec tout ce que ça engage derrière. Quand ça laisse à peine les repas au restaurant à midi sur des marchés de plusieurs millions d'euros, c'est pas normal. C'est pas normal. Le travailleur étranger illégal est-il un problème en Lozère? Alors le travailleur étranger illégal, il y en a en Lozère, c'est clair. Il faut savoir où s'arrête, où commence la légalité. Parce que ces gens-là ont très bien trouvé la fonctionnalité aujourd'hui. On parle de travailleurs illégaux. Il y en a très très peu en fait. Parce que la majorité d'eux rentrent dans un système de légalité. C'est-à-dire qu'ils sont déclarés en sous-traitance par des entreprises françaises. Sauf que là où il y a eu des choses qui sont compliquées, c'est qu'ils devraient être au régime des heures travaillées en France, c'est-à-dire 42 heures par semaine. Sauf que, comme c'est des équipes qui sont très très bien menées, ces gens-là arrivent à faire 3 jours à plus de 30 heures, voire 35 heures sur un chantier, et quand on voit qu'il y a un contrôle d'inspection du travail, on les charge dans un fourgon et on les envoie ailleurs. Comme ça, quand on change de département, il y a un manque de suivi des services, et de ce moment-là, les gars, ils auront fait plus de 60 heures par semaine. Donc, en fait, ils font grossièrement, ce qu'on a comme chiffre, c'est 7 heures du matin le lundi à 19h, 19h30 le samedi soir. Donc si on fait un total d'heures aujourd'hui, ces gens-là, ouais, c'est un désastre. C'est un désastre. Je suis client, je veux choisir une entreprise, comment je fais? Qu'est-ce qui peut être la garantie absolue? C'est compliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont qualifiées RGE, donc qui ont suivi pas mal de temps de formation pour aujourd'hui arriver à répondre à des critères au niveau de l'éligibilité sur les crédits d'impôt et sur l'économie d'énergie. Déjà, c'est des entreprises qui sont plus fiables que les entreprises qui ne le sont pas, puisqu'elles ont suivi des cursus de formation qui sont assez longs, elles sont payées pour la formation, elles ont des suivis au niveau d'audit sur des chantiers. Donc c'est déjà les entreprises qui sont, je dirais, plus qualifiées que les entreprises lambda, on va dire. On peut dire qu'un pas de porte, une devanture en Lozère, c'est une garantie? Non, c'est pas obligé. C'est pas obligé, puisqu'on a vu des entreprises s'installer en Lozère avec un pas de porte et des travailleurs roumains qui arrivaient dans des fourgons. Donc ça arrive. C'est pas une garantie formelle parce que l'entreprise a un pas de porte sur une localité en Lozère. Non, il faut peut-être plus regarder les qualifications de l'entreprise. Il ne faut peut-être pas omettre d'appeler une organisation professionnelle pour savoir si cette entreprise elle est connue, si cette entreprise elle a un carnet client où on peut faire appel, et à ce moment-là, on peut appeler un client d'avant où il ne faut pas hésiter à poser la question. Surtout sur des départements comme eux. Mais si les gens aujourd'hui ils sentent une petite reprise, mais il faut qu'ils fassent leurs travaux d'économie d'énergie, parce que les aides qui sont données à l'heure actuelle n'ont jamais été aussi élevées. Jamais. Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience que c'est à l'heure actuelle. Et puis dans l'économie d'énergie, on ne s'en tient pas qu'à la pose de fenêtre. Il y a toute la partie chauffage, il y a toute la partie isolation des combles, il y a toutes les parties isolation des murs par l'extérieur. Le panel est très élevé. Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience qu'à l'heure actuelle, il y a un vrai coup de boost là-dessus. Mais ce marché aurait dû décoller, effectivement. Alors, est-ce que c'est un manque de communication de l'État? Je ne sais pas. On les a incités à communiquer de plus en plus, ils essayent, mais les campagnes de pub n'y font rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vu les taux du livret A qui sont formidables, je pense que les Français, au lieu de mettre de l'épargne, feraient bien d'investir dans l'économie d'énergie, puisque à l'heure actuelle, il y a une frilosité aussi vis-à-vis du prix du gasoil, mais je ne suis pas sûr que le gasoil va rester à des taux aussi bas pendant les 10 prochaines années. Donc s'il y a une hausse du coût du gasoil, il va y avoir de nouveau une hausse du coût de l'énergie, et je pense que les gens qui auront fait les travaux vont vite comprendre qu'ils ont fait la bonne opération. De notre nouveau projet qui est l'École nationale du chanvre, où on est en
effervescence pour la première formation qui aura lieu fin juin. Donc on va avoir une dizaine de stagiaires qui viennent d'un peu partout pour la première formation. Donc on est en train de finir le bâtiment à côté pour pouvoir les accueillir. Et on a vraiment de la demande sur l'école. Les formateurs sont prêts. On va vraiment avoir quelque chose qui va apporter au niveau du département, des gens qui viennent d'un petit peu partout, et ça c'est très bénéfique. Donc on est parti sur un panel de formation qui va de 3 jours à plus de 7 jours. Donc c'est un module de formation pour apprendre à travailler le chaud-chambre, autant au niveau technique qu'au niveau financier et mécanique. Donc on a vraiment fait une formation par des artisans pour des artisans et adaptée pour que les gens qui sortent de notre école, qui est devenue donc l'École nationale du chanvre, soient aptes à pouvoir vendre ça partout dans le de verre d'ici peu de temps, enfin tout ce qui est l'herbe minérale. Donc on a un produit qui est sain pour l'habitat, qui est très très bien adapté à la rénovation de villes et de bâtisses comme on a sur le département. Donc je pense que c'est un produit qui va vraiment pousser pendant les prochaines années, c'est pour ça qu'on se lance à l'aventure.